Je voudrais qu'on revienne un instant avec Paul Melun, avec Jules Torres, sur le résultat des élections législatives en Allemagne. Parce que c'est historique. Parce que l'extrême droite n'avait jamais fait un tel score en Allemagne. C'est un parti pro-russe, en tout cas anti-migrant. Pas depuis 1945. Oui. Et oui, vous faites bien de le souligner. Non, mais... Ou 33 même. Ou en 1933, oui. Année d'élection de Hitler chancelier. Oui, donc voilà, effectivement, c'est un petit raz-de-marée, mais peut-être qu'il illustre bien ce qui est en train de se passer en Europe. Depuis quelques mois. Oui, c'est fondamental ce qui est en train de se passer parce que l'AfD à 19,5, donc c'était à peu près conforme à ce que les sondages d'opinion ont montré. La CDU qui arrive en premier, qui est donc le parti historique de Madame Merkel, le centre-droit, qui d'ailleurs, la CDU, c'est intéressant, c'est elle-même droitisée. C'est-à-dire que la CDU aujourd'hui, elle est plus proche du Rassemblement national dans son programme que de Emmanuel Macron, par exemple. Donc c'est pas la même CDU que jadis. Et Olaf Scholz, qui s'effondre, le chancelier actuel, les socialistes allemands, parce qu'ils n'ont pas su faire face aux grands défis migratoires. Parce que ce qui guide cette élection, c'est la question migratoire. Elle a été au cœur de la campagne et la leader de l'AfD, Madame Weidel, elle a été sur ce sujet-là, avec les problèmes des attaques au couteau, avec les violences, avec un débat public allemand qui, quand vous le suiviez, c'était nuit et jour les problématiques d'insécurité, de violence qui ont énormément agité l'électorat allemand, y compris dans les Länder de l'Est, de l'ex-Allemagne de l'Est, qui eux sont naturellement beaucoup plus acquis à l'AfD. Et enfin, l'AfD dans son programme, bien sûr l'AfD va être ostracisée et l'AfD ne sera pas dans les alliances, c'est-à-dire que la CDU va faire une alliance plutôt avec le SPD qu'avec l'AfD, et Jules a raison de dire jusqu'à quand, parce que c'est vrai que par exemple, là récemment, ils ont voté en commun sur un texte, mais il y a une grosse pression en Allemagne pour que l'AfD ne fasse pas d'alliance avec la CDU, parce que notons que l'AfD n'est pas le pendant du Rassemblement national en France. L'AfD est bien plus radicale. L'AfD prône, par exemple, la remigration pour des personnes qui sont de nationalité allemande, de complète nationalité allemande, mais d'origine étrangère. C'est-à-dire que vous êtes né en Allemagne, vous avez vos papiers allemands, vous n'avez pas de papier turc, mais par exemple, vous êtes d'origine turque, on vous renvoie dans l'avion si l'AfD est élue en Turquie. Chose que ni Éric Zemmour ni Marine Le Pen ne proposent en France. Donc, notons que même le RN en France a pris ses distances avec certaines lignes de l'AfD. Peut-être que Jules va nous dire du bien de l'AfD, mais juste, je termine mon exposé. Donc, c'est un changement de paradigme très important. Et ça montre que, bien, le débat public français aujourd'hui est en train de changer, pas qu'en France. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays d'Europe, y compris dans des démocraties scandinaves, au Danemark et maintenant en Allemagne, eh bien, la question de l'immigration est au cœur du débat public. Bon, alors Jules Torres. Non, sur la question de l'AfD, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a 16 AfD. L'Allemagne est un pays fédéral, donc avec 16 Länder, on appelle ça des Länder, et donc les partis, et l'AfD en est l'exemple le plus criant, est très girondin. C'est-à-dire qu'il y a 16 patrons d'AfD locaux. Et donc, vous avez raison, Paul, de dire qu'il y a des différences majeures, par exemple, entre l'AfD de l'Ouest et l'AfD de l'Est. L'AfD de l'Est sont des personnes qui, en effet, prônent la remigration, qui ont des propos sur le nazisme qui sont objectivement controversés et donc polémiques. En revanche, l'AfD de l'Ouest est beaucoup plus... Enfin, je vais pas dire mesuré, mais en tout cas, n'est pas du tout dans ces outrances-là. Et la raison pour laquelle Marine Le Pen, vous avez raison de le rappeler, a pris ses distances avec l'AfD, c'est que pendant les élections européennes, eh bien, on lui posait à chaque fois la question de est-ce que vous êtes lié à cette AfD, et notamment l'AfD de l'Est. Et pour la stratégie de normalisation et de dédiabolisation du Rassemblement national, évidemment, c'était très mauvais. Mais le score de l'AfD, il s'explique, déjà, parce qu'il y a, dans tous les pays européens, on le voit, une prise de conscience des peuples sur la question de l'immigration. Et comme en France, eh bien, l'AfD a profité du fait que la CDU et les sociodémocrates, aient refusé de voir ce sujet migratoire, voire même ont accueilli un certain nombre, 1 million de personnes, par exemple en 2015, c'est ce qu'avait fait Madame Merkel, et ça évidemment c'est une cicatrice qui est encore très profonde dans la politique allemande, mais on voit aujourd'hui ce résultat, c'est surtout que les idées conservatrices nationalistes, sont majoritaires. La CDU fait, je crois, un peu plus de 30%. L'AfD sera juste en dessous des 20%. Il y a d'autres partis moins identifiables qui sont connus. Donc on voit bien que les idées nationalistes... Il y a un parti de gauche anti-immigration qui fait 5%. Bien sûr, Die Linke. Non. Non, pas Die Linke, l'autre justement. Et d'ailleurs sur ce BSW, c'est Sarah Wagenknecht. Et donc on voit qu'il y a aujourd'hui
dans tous les pays européens, quasiment, une majorité d'électeurs qui veulent le retour d'idées nationalistes et conservatrices. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'il y a un mouvement là. Il y a un mouvement au niveau européen. Et le problème, et si on s'intéresse à l'Allemagne, c'est que ça va nous concerner. Il ne peut que prospérer parce que Paul a rappelé justement que l'AfD ne sera pas dans les logiques des coalitions, sera complètement hors jeu, et ça ne va faire que les favoriser. C'est ce qu'on a fait pendant des années avec le Rassemblement national en France, c'est ce qu'on voit arriver en Espagne, c'est ce qu'on fait toujours, mais un peu moins. Je vous rappelle quand même que même si on a des débats sur le fait que oui ou non le RN est dans l'arc républicain, le Rassemblement national est invité aux rencontres de Saint-Denis, le Rassemblement national était invité à l'Élysée par le président de la République. Mais là en Allemagne, il s'agit de créer une coalition de gouvernement avec l'AfD. Oui, mais on n'a pas ça en France. En France, par exemple, si on devait créer une coalition de gouvernement, de fait, on ne le proposerait pas au Rassemblement national, même si, par exemple, les LR étaient en tête. Donc, ça montre bien que les mêmes causes produisent les mêmes effets outre-Rhin et en France. Mais on n'est pas dans une logique des coalitions, donc même réfléchir comme ça, c'est à mon sens pas la bonne chose. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas en France dans une logique de coalition. Donc le sujet, par exemple, pour François Bayrou, de dealer avec la France insoumise ou le Rassemblement national, il se pose même pas. On ne sait pas faire, contrairement à l'Italie, contrairement au Royaume-Uni, où ils font ça très bien. Oui, je sais que c'est là. Vous prenez un ton docte pour m'expliquer ce que je sais que ça ne vous a pas échappé. Vous avez raison, et vous êtes un très fin politiste. Mais la question ne se pose pas en France. Bien sûr, vous avez raison. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est de s'intéresser à qui est Alice Weidel, la patronne de l'AfD, parce qu'elle a un parcours quand même assez singulier. C'est une économiste, c'est quelqu'un qui a fait de longues études, qui vit entre la Suisse et l'Allemagne, qui est homosexuelle, qui est lesbienne et qui en fait état publiquement avec sa compagne, etc. Et qui, pour aller dans le sens de ce que nous disait Jules sur les différences entre les différentes AfD, appartient plutôt à la frange, on va dire, moins radicale de l'AfD. Et donc, elle a eu même des réticences en interne quant à sa candidature, et elle a réussi elle-même à faire aussi un petit chemin, beaucoup plus petit que Marine Le Pen, mais un petit chemin de dédiabolisation face à certains éléments de son parti qu'elle a essayé d'écarter. Moi, je fais le pari que l'AfD va se normaliser. C'est-à-dire que l'AfD grossit considérablement. L'AfD double son score. Aujourd'hui, 19,5, c'est le double de ce qu'ils ont fait aux dernières élections. Peut-être qu'aux prochaines élections, ils feront encore le double de ça. Ils arriveront peut-être à 30%, à 40%, à des niveaux stratosphériques. Pour se hisser à ces niveaux-là, il va falloir qu'ils édulcorent leur discours et qu'ils se séparent d'un certain nombre de brebis galeuses, notamment d'un certain nombre de landers où il y a des personnalités radicales ou pas. Alors, on peut imaginer deuxième hypothèse, effectivement, peut-être que c'est celle de Jules, une hypothèse trumpiste où elle va aller vers la radicalité avec des gens à la Musk, à la Trump, etc. Qu'elle va mais ça dit quoi fort, de nous, si on regarde effectivement par le prisme allemand, ce sont nos voisins, nous sommes cousins germains, on a une histoire commune très forte avec l'Allemagne. Ça dit quoi de nous ? C'est-à-dire, c'est ça, je voudrais voir de nous et de l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, les problèmes qu'on a en France sont partout les mêmes. Dans tous les pays d'Europe. Dans tous les pays d'Europe. Mais semble-t-il, sont les mêmes aussi aux États-Unis. Non, mais c'est tout l'Occident, ce qui se passe. C'est tout l'Occident, en fait. Ce qu'on décrit, c'est tout l'Occident. L'AfD prospère, pas seulement de la question migratoire. C'est ce qu'on a dit pendant des années du Rassemblement national. On a dit c'est un parti de rejet qui ne prospère que sur le fait que les Européens et les Français n'ont pas voulu voir la crise migratoire arriver. Mais le RN aujourd'hui est un parti d'adhésion. Ils sont à plus de 50% d'adhésion de leurs électeurs. Ils prospèrent aussi sur la question de la crise sociale, sur les questions économiques. Donald Trump a beaucoup illustré la question de la dénonciation du wokisme. On le voit aussi aujourd'hui arriver en France, même si c'est un concept encore un peu flou. On le voit sur la débureaucratisation. On a des débats sur l'aide au développement. Eh bien, c'est Donald Trump qui a enclenché ça en déclenchant une guerre, en étant en croisade contre l'USAID, qui est l'agence de développement américaine. Donc, il y a beaucoup de sujets qui ont été préemptés depuis maintenant une dizaine d'années par l'AfD. Et vous avez raison, Paul, de manière croissante. Ils progressent dans les élections. En 2019, aux européennes, ils font 11%. Ensuite, élections fédérales en 2021, 10%. Aux dernières élections européennes de l'année dernière, 16%. Et là, ils sont à 20%. Donc la question, c'est jusqu'où vont-ils pouvoir aller ? Et en effet, quelle stratégie vont-ils adopter ? Est-ce que c'est la stratégie de la dédiabolisation ou est-ce que c'est la stratégie de la radicalité ? Les deux peuvent se valoir. On voit bien que parfois ça peut fonctionner. Javier Milei, par exemple, en Argentine, mais en Europe, ça n'a jamais fonctionné. Giorgia Meloni n'a jamais opéré une dédiabolisation. Depuis qu'elle est au pouvoir, quand même, elle va faire la bise à Madame von der Leyen. Elle est comme cul chemise avec un
certain nombre de hiérarques européens, elle est plutôt atlantiste, elle a plutôt dit son soutien à l'Ukraine. Madame Meloni n'est pas dans une forme de radicalité, elle a mis de l'eau dans son vin, et puis elle a fait une coalition avec le parti de Berlusconi, avec le parti de Matteo Salvini. Donc je crois qu'en Europe, mais ça c'est mon hypothèse à moi, en Europe on n'est pas prêt, parce que c'est le poids de l'histoire, à avoir des dirigeants qui se draperaient dans l'autoritarisme. Mais surtout pas l'Allemagne en fait, parce que l'Allemagne a un inconscient politique. Moi j'ai beaucoup d'amis allemands, et quand je discute avec des Allemands qui sont du SPD ou de la CDU, CSU, ils ont l'inconscient du Troisième Reich dans leur esprit, et donc ça les terrifie. Ce qui les terrifie, c'est de renouer avec un passé qu'ils exècrent. Non, bien sûr. Mais après, je ne ferai pas le procès. Non, mais je ne ferai pas le procès. Peut-être, vous avez raison. Mais de fait, s'ils sont cosmopolites et que je les vois à Paris, c'est qu'ils sont ce que vous dites. Voilà. Mais il y a des gens. Parce qu'ils sont très représentatifs du peuple allemand. Vous avez raison. Quoique, bon, dans les élections. Mais pour ce qui est de l'AfD, par exemple, je ne fais pas évidemment un trait d'union entre les gens qui votent AfD aujourd'hui et le nazisme. Ça n'aurait aucun sens. Par contre, il y a dans le déclassement, dans cette Allemagne qui a été meurtrie, etc., cette Allemagne qui repose sur le modèle industriel principalement, qui a vu la désindustrialisation poindre, les faiblesses de son pays, les déferlantes migratoires, Madame Merkel qui a réparti l'immigration dans les Länder défavorisés et qui a procédé, et là je pèse mes mots, à des mécaniques de mini-remplacement dans certaines communes. C'est-à-dire que vous avez des communes en Allemagne, et là aussi j'en connais quelques-unes et j'en ai vu, où vous avez une transformation culturelle, ethnique, religieuse, de bout en bout. Et ça, les Allemands l'ont vu, et c'est peut-être même plus radical qu'en France. Je suis pas sûr qu'en France, il y ait des petits villages où ce soit comme ça. Mais en même temps, Angela Merkel mais c'est pas encore le cas. De ses vœux l'immigration. Jean-Luc Mélenchon veut le faire. Vous vous souvenez d'Angela Merkel, c'est pas si loin que ça, qui appelait de ses vœux l'immigration. On n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça en France. Non, parce qu'au même moment, Bernard Cazeneuve, je vais lui rendre hommage une fois n'est pas coutume, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, avait dit non, nous on fera pas cette politique migratoire-là comme les Allemands et comme les Suédois. Et d'ailleurs, regardez les Suédois où ça les a portés. Un Suédois sur 5 est étranger aujourd'hui, et vous avez les démocrates de Suède, c'est-à-dire l'extrême droite entre guillemets, les nationalistes suédois, qui sont quasiment au pouvoir. Donc ça montre bien que quand vous acceptez une déferlante migratoire, que vous renoncez à l'assimilation, que vous renoncez à l'intégration, très vite vous avez des victoires aux élections, des partis populistes ou nationalistes. Et puis on va voir émerger une fracture générationnelle aussi, parce que les gros scores, notamment des conservateurs, c'est chez les plus âgés. Et on voit bien que là, un jeune sur deux a voté pour un parti dit anti-système. Donc ils vont être confrontés à ça, et on l'a aussi en France avec le Rassemblement national et la France insoumise. Bon. On va parler de C8, de l'Arcom, de ce que vous avez dit, Jules Torres. C'était donc hier ? Non, c'était avant-hier. C'était avant-hier. Moi, je l'ai redit hier et je le redirai demain. Jean-Michel Apathy qui trouve que vous êtes un très bon journaliste. Je sais. Lui aussi. Lui aussi. Mais moi, je veux pas raser Versailles. Oui, mais non, vous voulez pas raser Versailles. Bon, on va parler de l'Arcom. Vous aussi, vous vous sentez concerné, Paul Melun ? Moi, je me sens évidemment concerné dès lors qu'on s'attaque à la liberté d'expression. Bon. Allez, il est 19h44 sur Europe 1.